Solo. Yo, Invisible Man, avec Elisabeth Moss, celle qui joue la pétasse dans Us de Jordan Peele, et qui joue, je crois, dans The Made and Tale, je sais pas quoi là, réalisé par Leigh Whannell, je crois. Ouais, c'est ça. L'acolyte de James Wan qui a débuté avec lui dans le premier Saw, qui jouait Adam là, qui a enchaîné avec le professeur Folding là, qui se coupe la cuisse. Là, le tibia, on s'en fout, c'est une jambe, c'est pareil. Qui nous raconte l'histoire de cette demoiselle, dont j'ai oublié le nom complètement, qui quitte au début son mari, qui est dans une relation un peu abusive avec le cher monsieur, et qui va organiser son escapade pour lui échapper. Il s'avère que ce charmant jeune homme qui apparemment lui mettait des coups de poing dans la gueule et la harcelait psychologiquement depuis qu'ils sont ensemble, vient à mourir peu de temps après. Donc elle est contente, elle est libérée, tout ça, maman, elle va pouvoir aller chercher le courrier à la boîte aux lettres, ceux qui ont vu le film comprendront. Et du coup, à partir du moment où elle sait que ce dernier est mort, elle commence à vivre des choses bizarres, se sentir observée, avoir l'impression qu'on la suit ou qu'il y a même quelqu'un dans la pièce. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, hein? Voilà. Donc encore une fois, le barbu n'est plus là, hein? Bah oui, il a une vie, donc on essaye de jongler, voilà, hein. Pourtant on l'a vu ensemble. Le mec a des activités, il a une vie sociale. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, hein? Qu'est-ce que ça vaut? Leigh Whannell, en termes de réal, ça va, c'est cool. C'est pas du James Wan, mais n'est pas James Wan qui veut. James Wan, hein, je rappelle, Conjuring 1, 2, Insidious 1, 2, Fast and Furious 7 et Aquaman. Niveau réal, ça se tient, il y a des belles images qui me sont restées en tête depuis 2 ans, même si le film n'est pas ouf. Moi je reste sur l'horreur, vraiment sur James Wan. Donc là, Leigh Whannell, qui a fait ses classes sur Insidious 3 aussi, il me semble, de mémoire. Comme j'ai une mémoire de merde, je vous laisserai vérifier. Donc, qu'est-ce que ça vaut Invisible Man? Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal pour changer de radioactive pro-féministe. Mais pourquoi c'est intéressant dans ce film-là? Parce que mêler le côté oppressif d'une relation de ce genre, avec un mec qui te manipule mentalement, qui te bat même, qui t'isole voilà, un pervers narcissique en fait. Mettre ça en parallèle avec la menace de quelqu'un d'invisible, de ne jamais se sentir en sécurité où que tu sois, même chez toi, avec toujours limite le souffle dans le cou, tu vois, de ce mec-là en permanence, qui épie tes moindres faits et gestes, quoi que tu fasses, tu sens qu'il a une emprise sur toi. Je trouvais que mêler les deux thèmes était plutôt malin, et ça marche plutôt bien dans le film. Alors on est sur du Blumhouse. Blumhouse, c'est une boîte de prod qui fait des films style The Purge ou Sinister, tout ça. Donc on n'est pas sur de l'horreur, hein, faut pas non plus déconner. Il n'y a pas de moment flippant. Je crois qu'il y a un jumpscare à un moment qui m'a surpris. Le jumpscare, c'est facile, j'ai envie de dire. Voilà, tu mets un coup de trompette avec un mec qui surgit, tout le monde a peur. Enfin, tout le monde sursaute. Pas de la peur. Sinon, en termes d'ambiance, c'est plutôt pas mal. On a le classique, j'ai envie de dire, mais plutôt bien utilisé, le coup du regard mystérieusement autre. Merci Durandal pour le terme technique. C'est-à-dire de se servir de la caméra comme le point de vue de quelqu'un d'extérieur. C'est-à-dire qu'on se sert de la caméra pour montrer que le personnage à l'écran est observé. On a vraiment des plans fixes. Par exemple, on voit le personnage qui fait sa vie et hop, elle se sent observée et on a un contre-champ d'un bout de pièce, mais complètement vide. Mais la caméra insiste sur ce vide. Et donc on se sent mal à l'aise. On a cette sensation de se dire putain mais il y a quelqu'un en fait ici là. Et on a je me souviens, on a une scène je crois où elle est dans la cuisine, dans une maison seule. On a un espèce de travelling circulaire qui prend bien son temps de montrer tous les aspects de la maison. Vraiment pour nous donner cette impression d'une présence quelque part dans un coin alors que a priori il n'y a rien. Niveau non-spoil, je crois qu'on peut s'arrêter là. J'ai juste spoilé un petit truc, donc attention. Ceux qui ne veulent pas être spoilés, coupez maintenant. Ceux qui veulent, ou ceux qui s'en foutent, hein, j'ai envie de dire. Le moyen de rendre invisible l'homme invisible, quelle surprise, plutôt bien trouvé, au niveau de la réfraction de la lumière, ce qui est le plus logique en soi. Mais le design du costume, parce que je m'attendais pas à un costume, je m'attendais à une scène, à un moment on voit une espèce de portique,
On comprend que c'est la machine qui l'a rendu invisible, mais moi je m'attendais à une scène un peu style Watchmen. Quand le Docteur Manhattan il éclate, il est là genre, et il explose en millions de particules pour se reformer après en Docteur Manhattan. Mais je m'attendais à une scène comme ça où le mec il est là, il est dans son expérience et il y a un truc qui foire ou je sais pas quoi et le mec devient invisible vraiment lui. Et donc en gros il se balade la nouille à l'air toute la journée, il est bien mais personne ne le voit donc il s'en fout. Mais non, là il y a vraiment une combinaison avec des espèces de petites loupiottes là qui réfractent la lumière, en fait qui renvoient la lumière qui touche la combinaison et donc du coup en fait on ne voit plus tout simplement, hein, c'est le principe de la réfraction de lumière. Ceux qui ont joué à Metal Gear comprendront, indice camouflage 100%, voilà, ça doit parler normalement. Mais vraiment c'était plutôt bien fait. Après, il y a un truc qui m'a énervé dans le film. Il y a un truc qui m'a énervé, c'est les 30 dernières secondes du film. Alors là on est vraiment en spoil, donc voilà, on va éviter de trop en dévoiler aussi hein, quand même. Donc ce qu'il se passe à la fin, lors du climax, l'apothéose du film, il se passe ce qu'il se passe. L'héroïne fait ce qu'elle fait, et son pote flic déboule, paniqué, qu'est-ce qui se passe, tu vas bien? L'autre, tranquille, non. Un petit échange, et le flic comprend qu'elle a fait quelque chose un petit peu répréhensible par la loi, hein, on va dire. Et là, où le film aura pu se terminer, genre, ok j'ai compris, Lotus, t'inquiète, je suis là, je gère, tu peux y aller. Là où le film aurait pu finir là-dessus, et donc remettre à niveau les rapports des deux personnages pendant tout le film, parce que pendant tout le film, le personnage d'Elizabeth Moss est une victime, et le personnage dont j'ai oublié le nom, de son pote flic noir, qui est juste ultra expressif, il est génial ce mec, genre il a trop... il exprime trop bien les émotions, ce type. J'ai vraiment beaucoup aimé. Faudrait que je me renseigne s'il a fait d'autres films. Parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans ce film. Donc on a la demoiselle en détresse, en limite, et le sauveur a bodybuildé de ouf, j'ai jamais vu un corps comme ça, il est ouf, il a des triceps le gars, ça va jusque là. Il est comme ça un moment, genre mais truc de ouf, on s'en fout. Donc le mec balèze, policier, homme de la maison qui gère les conflits, donc c'est le bonhomme avec les bonne grosse coronesse, tu vois. Voilà, on a ces rapports qui s'inversent à la fin du film. Lui, qui a un plan, genre, qui la regarde partir, mais genre avec vraiment l'inquiétude dans le regard, hein, qui la regarde partir, genre... Et elle qui monte des escaliers pour arriver sur une espèce de place avec du vent dans les cheveux, genre... Ça y est, la liberté, je suis une femme accomplie. Avec l'autre mec en bas des escaliers, la symbolique, le Joker n'a rien inventé, hein, calmez-vous. Lui en bas des escaliers, genre avec son regard apeuré, genre... Voilà. Pourquoi ne pas équilibrer les rapports et pourquoi genre renverser les rapports? C'est ça que je comprends pas. Tout le film était bien sur le thème du féminisme et il y a une gaudriole à la fin, une galipette, ça n'a aucun sens ce que je dis, j'en ai rien à foutre. Et voilà, et ça part en couille à la fin. Et c'est un peu dommage parce que quand tu foires ta fin, c'est un peu le dernier truc que tu retiens du film. Donc j'ai passé un bon moment devant le film, c'était plutôt sympa à suivre, mais alors la fin ça m'a... Non. Donc je conseille quand même, parce que sur 1h40, il y a 1h38 qui sont cool. On voit arriver la fin quand même vachement vite. Mais bon, c'est du Blumhouse. C'est pas un truc de ouf. Ça se regarde, c'est divertissant. Il y a une thématique qui est intelligemment traitée. Et puis voilà, on ne demande pas non plus à tous les films d'être des Matrix en puissance. Hein. Donc c'est sympa, ça se regarde, la réalisation, il y a des petits mouvements de caméra sympas. Ça fait un moment que je l'ai vu, peut-être une semaine, donc je vous avoue qu'avec ma mémoire pourrie, je me souviens plus exactement de quoi, qui, quand. Mais c'était sympatoche, donc on va arrêter là parce que je me répète et ça ne sert absolument à rien. Donc on se retrouve bientôt pour une critique, j'espère avec le barbu. Et d'ici là, mangez des fruits. Solo.